Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel enregistrement du Nouvel Esprit Public. Je vous donne quelques petites nouvelles matérielles. D'abord, l'émission sur les zadistes qui n'avait pas été enregistrée sur notre site y est désormais, donc sur la galaxie zadiste, vous pouvez l'écouter. Par ailleurs, notre campagne de financement participatif sur KissKissBankBank est, je crois, assez bien partie, puisque à l'heure où nous enregistrons cette émission, donc 5 jours après le lancement de cette campagne, nous avons atteint près du quart de notre objectif. Pour maintenir ce rythme, il est essentiel que vous fassiez circuler notre appel et vous en trouverez le lien sur notre site lenouvelespritpublic.fr. Souvenez-vous que toute contribution compte et qu'il n'y a pas de petit soutien. Nous sommes toujours partenaires de l'hebdomadaire Le 1 qui se demande si nous pouvons vivre sans le plastique cette semaine et qui propose notamment un texte de Roland Barthes, et non Barthès, non déplaise à un ancien président de la République, un texte de Roland Barthes intitulé « Matière magique » dans lequel Barthes analyse la fascination qu'exerce sur nous cette matière qui, dit-il, peut former aussi bien des sceaux que des bijoux, et c'est une espèce de retour en arrière à une époque aussi où Léo Ferré chantait « Sinon on mettait le temps du plastique en musique, zik, zik, etc. » Nous allons maintenant nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Béatrice Gibelin, directrice de l'Institut français de géopolitique et de la revue Hérodote, avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, avec Éric Leboucher, dont je salue le retour, éditorialiste aux Échos et cofondateur du site slate.fr, et avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Nous commencerons par nous intéresser à l'écologie et à la politique qui pourrait la traduire. Le week-end dernier, des centaines de manifestations organisées à travers le monde en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique sous l'égide du slogan « Rise for Climate » ont eu un retentissement inédit aussi bien à Copenhague qu'à Manille, en passant par San Francisco ou Sydney, en France aussi, et à Paris, par exemple, la manifestation organisée a réuni pour la première fois plusieurs dizaines de milliers de personnes en faveur de l'écologie. Cette mobilisation intervient au lendemain de la publication dans Libération d'une tribune signée par 700 scientifiques qui interpellent le gouvernement français sur la nécessité de prendre conscience de l'urgence climatique qui a été illustrée cet été par la multiplication souvent tragique d'événements climatiques réputés extraordinaires. Par ailleurs, la France doit faire face à une dégradation croissante de la qualité de son air, de son eau et à une érosion de mieux en mieux documentée de sa biodiversité. C'est dans ce contexte que l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a annoncé sa démission le 28 août dernier. Si le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui a organisé à Paris en décembre le One Planet Summit, continue d'afficher un engagement sans faille en faveur de l'écologie, le départ de cette figure du mouvement écologiste n'est pas allé sans soulever quelques questions quant aux engagements concrets que le gouvernement souhaite prendre en matière de protection de l'environnement, auquel la feuille de route de François de Rugy, qui succède à Nicolas Hulot au ministère de l'écologie, ne semble pas nécessairement devoir répondre. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Moi, je pense que la question qu'on se pose avec cette espèce de conjonction entre des événements climatiques extrêmes, la canicule de l'été, l'espèce de résonance citoyenne qui est trouvée avec ces marches sur le climat à ces événements qui sont d'ordre naturel, peut-être un peu surnaturel aussi, parce qu'on sait bien que c'est l'humanité en fait qui dégrade le climat et qui provoque cette espèce de colère de la planète. Et la démission de Nicolas Hulot, tout ça donne le sentiment qu'il y a un moment écologique, mais que ce moment écologique pose aujourd'hui davantage de questions qu'il n'apporte de réponses.
Pourquoi est-ce que c'est un moment écologique ? D'abord parce que ce que je trouve très intéressant dans la démission de Nicolas Hulot, c'est que on a bien eu le sentiment qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe souhaitaient tourner la page le plus vite possible et en fait qualifier cette démission d'acte personnel, en fait même de mettre en valeur la personnalité fragile de l'ancien ministre, mais que dans cette démission, j'allais dire les yeux dans les yeux, mais à la radio, Nicolas Hulot s'est adressé en fait à la société et qu'il a transformé ce qui pouvait apparaître comme un acte donc personnel et un acte politicien en un acte démocratique. Donc, est-ce que la question n'est pas posée aujourd'hui à l'ensemble d'entre nous ? C'est un premier sujet, écologie et démocratie. La deuxième chose qui me semble importante, c'est la question du système politique. On voit bien qu'être ministre de l'écologie, d'une certaine manière, est une fonction qui aujourd'hui est inassumable. Pourquoi est-ce qu'elle est inassumable ? Et je rappelle que Nicolas Hulot, une fois nommé, de manière lancinante, la seule question qui a été posée, c'est quand va-t-il démissionner ? Partira-t-il ou ne partira-t-il pas ? D'une certaine manière, c'est ce qui a scandé sa présence au gouvernement. Pourquoi est-ce que c'est un acte, pourquoi être ministre de l'écologie est-il si difficile ? Parce que quelque part, et je crois qu'il l'a dit assez justement, la question de la transformation du système économique, transformation de la manière d'agir de l'État, transformation aussi de la façon dont nous vivons au quotidien, toute cette transformation est quelque part contrecarrée par ce qu'il a appelé la politique des petits pas. Et c'est là-dessus peut-être qu'on peut s'interroger ce matin, qu'entend-on par politique des petits pas ? Faut-il d'ailleurs répudier les petits pas ou au contraire essayer de les assumer avec des ruptures qui soient des ruptures symboliques, conceptuelles, d'autres manières de penser ? C'est une question qui a été ouverte et c'est une question qui dure. Je pense que ce qui est passionnant dans ce qui se passe, c'est l'idée qu'on ne tourne pas la page et que quelque part, le débat s'est ouvert autour de ce que vous venez de le dire, ces questions de marche climatique, ces questions de qui doit changer. Et pour terminer, pour ne pas être trop longue, je pense que l'appel des scientifiques, vous savez, c'est un appel qui s'inscrit dans une longue série d'appels. Depuis que le GIEC a été créé en 1988, la question de la place des sciences par rapport à la décision politique et de la compréhension des sciences par les opinions publiques est ouverte. Comment est-ce que cette question de l'urgence scientifique peut se traduire en de nouvelles décisions politiques et impacter le fonctionnement des entreprises, le fonctionnement de nous comme citoyens et quelque part le fonctionnement aussi du pouvoir. Je crois que la question de l'exercice du pouvoir a été posée à l'occasion de cette démission écologique. Éric Le Bouchet. Alors, je suis assez d'accord avec beaucoup de choses qui viennent d'être dites. Il y a effectivement un moment écologique. On sent que l'urgence est là, désormais. Les chiffres des scientifiques sont clairs et plus personne ou presque plus personne ne les conteste, en dehors peut-être de Donald Trump. L'enjeu est donc clair, l'urgence est là et la prise de conscience est, je crois, grande. Généralisée, je ne sais pas, probablement la moitié, peut-être même plus des gens sur la planète ont pris conscience qu'il y avait un problème d'environnement, un problème de climat, etc. Ce qui est énorme, évidemment. Simplement, vous dites il y a un moment écologique. Oui, je pense qu'il y aurait un moment réaliste aussi, parce que les politiques publiques, il faut bien en convenir, ne marchent pas. Je crois qu'il faut faire ce constat. Ça n'a pas marché. On a fait des petits pas, on a progressé, comme vous dites, mais on n'atteindra pas les objectifs qu'on s'est fixés si on continue sur ce rythme. Et c'est pour ça que je pense que si tout le monde doit s'interroger, je crois que les écologistes doivent s'interroger en premier. L'écologie politique, de passer par la politique, c'est-à-dire passer par des lois, des règles, des contraintes mises à l'ensemble de la société, ça n'avance pas. Et je crois qu'il est temps de changer de méthode et de se dire qu'au fond, l'écologie doit devenir plus économique que politique. Je veux dire par là que quand on regarde effectivement l'appel des 700 scientifiques qui est remarquable, mais c'est un tissu de vœux pieux. Ils nous disent qu'il y a des solutions possibles déjà disponibles. Quand on regarde la liste, elle est d'ailleurs pas claire, ils vont vite, c'est la baisse de la consommation d'énergie. Bon,
Bah oui, mais c'est même pas sûr. Il fait de plus en plus chaud. Je suis persuadé que la plupart des gens vont acheter des clims cet hiver pour ne plus avoir trop chaud cet été. Donc la consommation d'énergie, je ne suis pas sûr qu'elle baisse. Le recours aux énergies décarbonées, bon, ben oui, mais les énergies décarbonées, le solaire et le vent, le soleil et le vent, c'est intermittent. Donc à chaque fois, on a besoin d'un complément quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, etc. On pourrait reprendre toute la liste. Moi, je crois que, si vous voulez, je crois que l'écologie et l'économie sont en crise parce que on fête aussi les 10 ans d'anniversaire de la crise financière de Lehman Brothers, et on voit bien que l'économie n'a pas retrouvé un mode de croissance stable et durable et satisfaisant, et que donc je crois que l'écologie et l'économie ne se sauveront qu'ensemble, et qu'il est temps de changer non plus pour les écologistes, pour un ministre de l'écologie, de changer en disant je vais faire une loi pour imposer une émission de CO2 encore plus faible, etc., mais de s'appliquer aux solutions. Et donc de mettre franchement des dizaines de milliards sur les solutions. Et aujourd'hui, on ne les a pas. Et il faut les trouver parce que sinon, la politique telle qu'elle a été conduite jusqu'ici ne marche pas. Béatrice Gibelin. Moi, c'est ce qui m'interroge le plus, c'est qu'on tire la sonnette d'alarme maintenant depuis très longtemps. Si on pense aux premières déclarations de ce qu'on a appelé la deep écologie, c'est les années 60. Donc ça fait quand même maintenant plus de 50 ans qu'on nous annonce qu'on va plus pouvoir respirer, que les océans vont monter, qu'il y aura plus d'oiseaux. Là, en ce moment, il y a plus d'oiseaux, il y a plus d'insectes. La chasse fait que les oiseaux avalent des plombs. Enfin, et tout est absolument dans un discours catastrophe en permanence. Et avec des titres sur des journaux aussi sérieux que Le Monde, il sera bientôt trop tard, qui prend des places colossales, et il ne se passe rien. Et ça, effectivement, c'est une interrogation profonde. Qu'est-ce qui fait... Bon, on a eu chaud cet été, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, il y a quand même un réchauffement climatique. Il va y avoir quelques semaines d'humidité fraîche et on aura oublié. Donc, il y a, et là, je vous rejoins parfaitement, ça n'enclenche pas, ça se grippe. La planète est en danger, mais la planète par rapport à soi... c'est très loin, c'est très abstrait en fait. C'est effectivement quand je commence à avoir chaud, moi, ou quand ma maison au bord de la côte, qu'elle soit sur le nord ou sur les Landes, commence à être mise en danger parce que j'ai une érosion qui est devenue beaucoup plus intense. Ah oui, là, je suis concernée par ce qui se passe et c'est tout à fait important. Quand les apiculteurs ne trouvent plus d'abeilles ou tout au moins une forte réduction, etc., etc. C'est-à-dire que essayer d'avoir une écologie non pas dans un discours catastrophe ou les tribunes des 700 scientifiques, mais de partir de ce qui peut être une prise de conscience qui fait que je vais changer mon comportement. Parce que c'est ce qu'avait dit un peu Hulot. Au fond, je suis tout seul, mais je suis tout seul pas seulement au gouvernement, je suis tout seul, y compris dans la société civile. Au fond, vous vous en foutez et vous ne vous mobilisez pas ou seulement tellement à la marge. Et c'est une vraie question qu'il faut avoir, pas seulement des écologistes, parce que je pense que beaucoup de responsables, associations, universitaires, élus sont conscients du problème. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment faire qu'on soit sur une écologie qui puisse partir de ce qui préoccupe les individus dans leur bien-être, dans leur environnement tout près. Et ça, je crois que sur un plan pédagogique, on est extrêmement loin. Nicole Nisotto. Oui, je crois que l'expression écologie politique est en elle-même un oxymore. Parce que l'écologie repose plutôt sur le temps long, sur une mobilisation transnationale, voire mondiale des citoyens, et donc sur la défense d'un intérêt général, global. Alors que la politique, c'est le temps court,
Ça suppose un intérêt national et non pas mondial, et ça demande une mobilisation partisane et non pas transnationale. Et donc, a priori, tous les opposent. C'est comme le mariage de la carpe et du lapin. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire de l'écologie politique en France, c'est vraiment l'histoire d'un échec. J'ai regardé le premier candidat à la présidentielle, monsieur René Dumont. Il avait fait en 74 1,32% des voix. Et la dernière candidate, Eva Joly, avait fait 2,3% des voix en 2012. Donc, on peut dire que c'est une stagnation absolument remarquable dans l'échec. Et pourtant, et là je ne suis pas totalement d'accord avec Béatrice, et pourtant la conscience écologique citoyenne n'arrête pas d'augmenter, n'arrête pas de progresser. Moi je vois dans les écoles, dans les maternelles, il y a toute une éducation. Alors c'est l'histoire de plusieurs générations, et même sur le plan politique, certaines choses ont été décidées dans les Grenelles de l'environnement, la COP 21. Et donc on peut se demander si ça ne passe pas par les partis politiques. Et effectivement, je crois que ça ne peut pas passer par les partis politiques. Par où ça passe? Et ça passe, je crois, effectivement, par la mobilisation citoyenne et surtout par deux institutions à la fois subétatiques et supra-étatiques qui sont les Nations Unies, d'une part. Il ne faut absolument pas négliger le travail du PNUD dans la mobilisation mondiale et le travail de l'Union européenne au niveau supranational, qui a été quand même pionnière dans cette matière avec le protocole de Kyoto en 1995. Évidemment, qui ne tient pas ses promesses, mais qui a quand même la première alertée avec cette stratégie 20-20-20 de réduire de 20% les gaz à effet de serre d'ici 2020 et d'augmenter de 20% les énergies fossiles. Donc moi, je crois que ce qui est frappant, c'est ce décalage entre l'impuissance des partis politiques et malgré tout la montée des mobilisations citoyennes. Mais il y a quand même deux choses nouvelles, me semble-t-il, inquiétantes. On voit apparaître pour la première fois un parti anti-écologique, et c'est Donald Trump. Et ça n'est pas une anecdote. Donald Trump a pris des décisions, non seulement de se retirer de l'accord sur le climat, de la COP 21, mais de relancer la production de charbon, d'accélérer la production de pétrole par les gaz de schiste. Et donc, on a là, de la part du leader du monde occidental, un modèle anti-écologique dont je ne sais pas s'il va faire des émules, mais en tout cas, qui est une première dans l'histoire de la mobilisation environnementale. Et ça, je crois que c'est inquiétant. Deuxième chose tout à fait nouvelle, c'est qu'il y a en Europe une espèce de valse étonnante entre l'alternative écologique qui était représentée traditionnellement par les Verts allemands et par les Verts au Parlement européen et l'alternative nationaliste que l'on voit monter également aussi bien en Allemagne qu'au Parlement européen. Ce qui me frappe, par exemple, en Autriche, à la présidentielle, ils élisent un président écologique. Et aux législatives, ils forment un gouvernement d'extrême droite où 3 des grands ministères appartiennent effectivement à des partis d'extrême droite. Autrement dit, ce qu'on voit en Allemagne aussi, par exemple, c'est que pour la première fois, une leader d'extrême gauche, son nom pour moi, pardonnez-moi, est difficilement prononcé, mais elle a créé un mouvement d'extrême gauche qui s'appelle Debout. Pour la première fois, elle est sur le thème anti-immigration de l'extrême droite. C'est la première fois qu'on a une collusion comme ça des choses. Et ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'il faut faire attention à l'échec de l'écologie parce que l'alternative écologique n'est pas un rempart, ne protège plus en tout cas de l'alternative d'extrême droite. Lucille Schmitt. Oui, il y a énormément de choses, comme souvent sur ces débats écologiques. Moi, je voudrais commencer par parler de la question de la solitude et de l'attitude de la société. Moi, je crois pas du tout. Enfin, je crois que Nicolas Hulot a mis en scène sa solitude et que c'était l'une des grandes faiblesses en fait de sa démission, parce que s'il était seul, c'est aussi qu'il n'avait pas su structurer des alliances. Premièrement, des alliances au sein du gouvernement. Je suis étonnée que le ministre de l'écologie, qui avait le rang de 3e ministre, je crois, au gouvernement, se soit retrouvé si seul et n'ait pas eu, même avec Emmanuel Macron, une relation plus proche. Donc, premier point, je crois que quand on veut ne pas être seul, on peut trouver des alliés et que Nicolas Hulot, qui a structuré quelque chose au sein de la société avec sa fondation, qui a su créer de la résonance, là, dans cette position de ministre, il s'est quand même placé dans une situation d'exceptionnelle solitude. Et à mon avis, on peut pas être à la fois ministre et lanceur d'alerte. À un moment, c'est contradictoire. La deuxième chose, c'est par rapport à ce que vient de dire Nicole sur la question politique.
je crois qu'il ne faut pas confondre les partis politiques et la politique au sens de philosophie politique. Et à l'évidence, l'écologie politique porte un projet global, transversal, différent du projet productiviste, pour dire les choses de façon un peu caricaturale, mais elle n'a pas trouvé d'incarnation et d'expression politique dans le champ politicien, comme tu le disais. Et toute la question, et on sait bien que les Verts font des scores minables aux élections présidentielles, n'ont pas eu d'ailleurs de candidat la dernière fois, et qu'ils stagnent autour de 1 à 2%. Et on sait que dans les sondages, par exemple, Yannick Jadot se fixe un objectif de 15% parce que le Graal, c'est 2009 où Danny Cohn-Bendit obtient 16% aux élections européennes. Mais à mon avis, ça va pas être possible. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut imaginer une incarnation qui donne à l'écologie politique un visage ou des visages, parce que je crois que c'est quand même quelque chose qui doit être collectif. Il faudrait d'ailleurs, par rapport à ce que disait Eric, y avoir des entrepreneurs, y avoir aussi des gens qui interpellent, mais des gens qui font, des visages et qui soient dans la réalité un autre réalisme. Moi, je crois que le sujet, c'est au fond la création d'une autre forme de réalisme qui soit apparentée à l'écologie et qui structure quelque chose autour de l'exercice du pouvoir et autour, évidemment, de la relation avec l'économie, avec le secteur privé et le secteur public. Je terminerai en parlant des Grünen, puisqu'ils représentent en Europe, au fond, l'exemple même des écologistes qui réussissent. Parce que, par exemple, dans les sondages pour les élections européennes, ils sont crédités de 16 à 17%. Pourquoi est-ce qu'ils sont crédités de ce score qui n'a absolument rien à voir avec le score des écologistes français ? Parce qu'ils ont participé à des négociations pour être dans le gouvernement dirigé par Angela Merkel et que l'échec de ces négociations ne leur est pas imputable. Elle est imputable au FDP, aux libéraux, et qu'ils sont donc crédités d'une attitude, responsable. C'est là-dessus qu'il faut terminer. Je dirais simplement que sur la question des scientifiques, pourquoi est-ce que les scientifiques, aujourd'hui, il y a deux choses. D'abord, ils sortent de la réserve et de la neutralité qui est traditionnellement considérée comme la légitimité scientifique. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Ensuite, on voit bien qu'ils sont à un stade assez balbutiant en ce qui concerne les solutions et qu'ils ne connaissent pas les politiques publiques et ils ne savent pas même quels sont les instruments, les outils de la politique économique. Donc, je crois que maintenant, effectivement, là, je serais d'accord avec Eric, la question de l'intervention de l'économie est d'arrêter de caricaturer l'économie. C'est-à-dire que l'économie, c'est pas seulement le court-termisme comptable, on en parlera peut-être pour la Grèce. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on apparie l'écologie et l'économie, mais en réhabilitant le long terme et l'investissement. Éric Le Bouchet. Voilà, et comment on donne des solutions concrètes aux gens. Parce que c'est bien facile de dire il faut arrêter d'avoir une voiture, mais quand on crée des pavillons en banlieue, non seulement on a une voiture, mais on en a 2 par ménage, parce qu'il en faut 2 par ménage. Donc c'est ces solutions-là concrètes. Or, si on prend la voiture, pourquoi il y a toujours pas de prise électrique à Paris, ou même en Europe? Je crois qu'il y en a 2000 ou 20 000, je ne sais plus, il en faudrait 2 millions. Pourquoi on les a pas ? Comment on n'offre pas aux gens la possibilité de recharger leur voiture ? Pourquoi achèterait-il une voiture électrique ? C'est des choses très concrètes comme ça qui n'existent pas. Et c'est pour ça que je trouve que les écologistes, au lieu de dire on va interdire les voitures, feraient mieux d'aider à mettre des voitures électriques. Sur l'agriculture, on a longuement parlé du glyphosate, c'est vrai, mais on ne peut pas interdire toute la chimie d'un coup, sans offrir une autre solution aux agriculteurs pour combattre les insectes et les maladies de leur plantation. C'est pas possible de le faire, sinon ils vont avoir des rendements qui s'effondrent, ils sont déjà assez pauvres, ils gagnent pas beaucoup d'argent, donc ils vont disparaître. Donc on n'offre pas de solution aux gens. C'est ça qu'il faut que les écologistes proposent, des solutions des alternatives. Il y en a pas. Et ça, les alternatives à construire, il faudra énormément de temps parce que les solutions, elles sont pas là. Fondamentalement, elles sont pas là. Remplacer la chimie par la génétique dans l'agriculture, ce sera long. C'est des progrès, ça va prendre des années, c'est des milliards d'investissements. C'est drôle comme finalement il n'y a que quelques start-up dans les green tech qui investissent des milliards, etc. Ce serait au gouvernement, moi je serais ministre de l'écologie, je demanderais à investir dans les green tech des milliards, des dizaines de milliards. Ce serait ça la vraie solution, c'est donc effectivement de marier l'écologie avec l'économie pour qu'on retrouve une écologie rentable, si vous voulez. Nicole Lisoto ? Oui, juste un point sur le clivage entre le projet politique et les partis politiques. C'est vrai.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une personnalisation. Le stade ultime de l'échec de l'écologie politique, c'est la personnalisation de l'écologie. Et en France, on a 2 personnes et 2 seules qui sont Cohn-Bendit et Nicolas Hulot. Le premier a toujours refusé de rentrer dans un gouvernement. Le deuxième a tenté et est reparti parce qu'effectivement, c'est impossible. Et donc, cette personnalisation, elle existe. Or, elle est également impuissante. Moi, je suis persuadée que dans le système politique dans lequel on vit, à la Ve République et les institutions européennes, il faut des partis politiques pour porter le pouvoir. Or, les partis politiques, et en particulier les Verts en France, véhiculent une idéologie totalement réactionnaire. C'est pas simplement qu'elle est irréaliste, elle est totalement réactionnaire. Opposer l'économie et l'écologie, ça n'a absolument pas de sens. Même le plus jeune adolescent en crise ne le fait plus. Opposer l'homme et la planète, comme si l'intérêt c'était la planète au détriment des hommes. On peut tuer les hommes du moment qu'on sauve la planète. Opposer, ça c'est beaucoup plus grave, l'environnement au développement, en disant finalement c'est le Sud qui salit la planète, tant pis pour eux qu'ils restent pauvres, parce qu'ils sont en train de... C'est-à-dire c'est pas possible de proposer ça comme projet. Et donc l'honneur, si je puis dire, de Cohn-Bendit et de Hulot, c'était d'incarner des solutions différentes. Mais s'ils n'ont pas les partis nécessaires pour porter ces idées, c'est pas les autres qui y arriveront. Béatrice Gibelin. Oui, moi je pense on peut changer aussi un peu de niveau d'analyse, parce que là, on est sur une écologie et la situation politique française. Je pense que cette question de l'écologie, elle concerne l'ensemble de la planète. Et je pense à la Chine, dont on a dit c'est un des plus grands pollueurs, et ce qui est vrai. Et pour rebondir sur ce que dit Nicole, au fond, ils avaient qu'à continuer à manger que du riz et pas rouler en auto, et puis quand même, ça aurait été bien mieux pour nous. Bon, je caricature un peu. Or, on se rend compte que sur la question de l'écologie, les Chinois sont en train d'avancer à très grands pas. Soit parce qu'ils ont un régime autoritaire qui permet d'imposer par la loi et au-delà de la loi des contraintes importantes aux entreprises, ce qu'ils font, soit parce qu'il y a aussi un mouvement citoyen de gens, parce qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir respirer, parce qu'ils sont avec des rivières sur lesquelles ils ne peuvent plus utiliser l'eau et autres, on a un mouvement qui est important. Et dans l'idée du contrôle de la société qui est le leur, il n'est pas question de se laisser déborder par un mouvement écologique. Je rappelle qu'au début de la perestroïka, c'est des mouvements écologiques aussi qui ont démarré. On s'en souvient plus du tout. Mais c'est par des mouvements écologiques contre, y compris la défense d'un patrimoine, les fameuses églises en bois, mais aussi le début des feux de forêt ou autres. Et c'est ça qui a été une amorce. Donc, je ne nie pas l'importance des citoyens dans ce combat-là, mais je pense qu'on va être aussi un peu surpris de voir que ça sera peut-être de Chine qu'on verra arriver une lutte pour l'écologie prise à bras-le-corps par l'État. Et ça nous surprendra un peu. Lucille Schmitt. Oui, on tourne beaucoup autour de la question des bonnes échelles depuis tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que la bonne échelle est locale, est-ce qu'elle est européenne, est-ce qu'elle est mondiale, est-ce que les choses viendront de la Chine. Moi, je voudrais insister, et là-dessus je serais peut-être en minorité, sur le chaînon manquant qui est l'échelon national. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même à un moment où, on l'a dit tout à l'heure, Nicole le rappelait, cette espèce de lutte entre un modèle écologique mondialisé et une sorte de nationalisme populiste. Les écologistes ont souffert énormément dans leur relation au pouvoir du fait de ne pas vouloir penser l'échelon national. Pourquoi, du coup, l'échec est-il lié à ça ? Parce que, quelque part, la structuration de nos démocraties reste encore extrêmement nationale. Et ensuite, parce que la question des outils qui restent à la disposition des États est quand même fondamentale. Moi, je voudrais parler là-dessus de la fiscalité. C'est-à-dire qu'on est très à la traîne sur la fiscalité écologique en France. C'est un choix qui est décidé sur proposition du gouvernement au Parlement. Et on sait bien que c'est le nerf de la guerre. Donc, il y a un vrai sujet sur le chaînon manquant national. La deuxième chose, c'est par rapport à cette espèce de géopolitique écologique qui se met en place. Effectivement, la Chine, c'est un État autoritaire, met en place des plans climat. Il y a eu aussi des réactions très fortes de la société chinoise à cause du niveau de pollution aussi en Chine, et notamment sur l'extraction des terres rares. Donc, il y a eu des désastres écologiques qui ont entraîné ça. Moi, je pense que quelque chose peut venir d'Afrique. Excusez-moi de vous choquer peut-être, mais
mais il y a là-bas une économie en fait du recyclage et une économie de la pénurie. Et je participais récemment à une réunion sur la question de la gestion des déchets électriques et électroniques, qui est un énorme sujet, puisqu'on exporte vers l'Afrique nos déchets dangereux. Et là-bas, il y a des choses qui se mettent en place en termes d'économie du recyclage, d'économie circulaire. Nous, on fait des concepts, on parle d'économie circulaire depuis 2015, et là-bas, quelque part en Afrique, on l'a fait. Donc, comment est-ce qu'on fait pour enclencher de nouveaux modèles économiques et pour faire en sorte de ne pas avoir seulement les concepts, mais d'avoir la réalité des pratiques, pour rejoindre ce que disait Éric Le Boucher? Ça me semble être quelque chose de très fondamental. Et puis, par rapport à ce que disait Béatrice sur le régime autoritaire, moi, je crois que devant nous, on a quelque chose sur faut-il de l'autorité ou de la démocratie pour installer l'écologie, et que là, on n'est pas au bout de nos peines, parce qu'on voit bien qu'on peine à installer l'écologie dans nos procédures démocratiques. Dans les élections, c'est clair. Et donc, moi, je ne crois pas à l'idée d'un régime autoritaire mondialisé, mais je crois que la question du lien entre... et quelque part, certains scientifiques aspirent à l'autoritarisme, hein. Tout à fait. Et donc, par rapport à ça, comment est-ce qu'on fait pour installer plus de démocratie et faire en sorte que la parole citoyenne trouve un débouché opérationnel? Je vous remercie. Je vous propose que nous passions maintenant à notre deuxième sujet qui concerne la Grèce. Est-ce que la Grèce serait par hasard morte guérie ? Le 20 août dernier, le pays est sorti du troisième et dernier plan d'aide financier que ses créanciers lui avaient accordé depuis 2010 pour un total de 290 milliards d'euros. Si cette sortie a été immédiatement saluée par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, par le président du Conseil européen, Donald Tusk, et par le président de l'Eurogroupe, Mario Centeno, elle ne signifie pas que la situation économique de la population grecque se soit améliorée depuis les prémices de la crise en 2010. Les nombreux plans de réforme, de privatisation et de réduction du service public adoptés sous la pression de la Troïka ont permis au gouvernement grec de dégager un excédent primaire de 4% de son PIB, hors service de la dette, pour l'année 2017. Après 9 ans de récession, la croissance a repris en 2017, mais le taux de chômage demeure proche de 20%. Les jeunes diplômés représentent une large part du contingent des 50 000 départs annuels et 1 400 000 retraités vont à des titres divers voir leur pension diminuer en 2019. Pour reprendre la main après avoir appliqué les plans successifs imposés par les créanciers, le Premier ministre, Alexis Tsipras, a annoncé dans un récent discours prononcé lors de la foire de Thessalonique une série de mesures qui vont de la réduction de la TVA à une remontée progressive du salaire minimum, dont le niveau a été réduit de 23% depuis le début de la crise. Pour autant, la fin du plan d'aide ne signifie pas la fin de la surveillance financière et le Premier ministre grec devra composer avec la surveillance renforcée, puisque c'est le terme officiel, prévue par la Commission pour s'assurer que la Grèce engage les réformes nécessaires pour honorer ses engagements. Sur cette question, Éric Le Boucher. Alors Philippe, vous demandez si la Grèce est morte guérie. La réponse est évidente, c'est non. Elle n'est pas morte et elle n'est pas guérie. Mais alors pourquoi elle est pas morte ? Il faut quand même se souvenir et prendre l'ampleur de ce qui s'est passé en Grèce. C'est une crise absolument exceptionnelle d'ampleur, de taille, d'un pays aussi loin dans ses pratiques de l'Union européenne, dans ses pratiques concrètes, fiscales, administratives, etc. Et même dans la mentalité des gens vis-à-vis de ce qu'est un gouvernement et un pouvoir, qui est toujours très, très réticente en Grèce, très, très même contraire, enfin opposée même. Et pourtant, donc la question se posait franchement, elle s'est posée tout de suite, les Allemands l'ont posée, Wolfgang Schäuble l'avait posée, le ministre des Finances allemand l'a posée clairement, fallait-il en finir avec la Grèce, la sortir, et puis parce qu'on n'y arriverait pas. Moi, je crois déjà, il faut se féliciter. Non, la Grèce est restée dans l'Union européenne, elle est restée dans l'euro. Il n'y a pas eu de Grexit. Et je crois que c'est meilleur. Enfin, je crois pouvoir affirmer que ça aurait été bien pire si la Grèce était partie de l'euro. Et donc, il faut globalement se réjouir de cette Europe qui a réussi à, non pas encore à guérir, on va y revenir, mais à au moins faire survivre un pays exceptionnellement en danger. Et d'ailleurs, on y a mis des sommes absolument considérables. Je vous rappelle qu'on a prêté
près de 290 milliards d'euros, plus le FMI, les prêts du FMI. C'est des sommes où on n'avait pas imaginé qu'on mettrait de telles sommes pareilles au début. On les a trouvées, on les a mis en Grèce. Alors, ça a permis à la Grèce de survivre, de rester. C'est une grande victoire européenne. C'est la première chose qu'il faut dire. Alors, elle n'est pas guérie, loin de là. En effet, les faiblesses sont énormes. Les banques, le taux de chômage, vous l'avez dit. Et puis fondamentalement, il reste deux problèmes. La dette, qui est encore beaucoup trop lourde, donc on pourra reparler. Et puis surtout, que fabrique la Grèce ? C'est toujours le même problème. Et là-dessus, les Allemands ont tout à fait raison. Un pays n'a une bonne économie que quand il fabrique des bonnes choses. Les Allemands, ils fabriquent des bonnes voitures, et les Grecs fabriquent des bons quoi ? La réponse n'est pas évidente. Et donc, on a toujours, à part des bateaux et du tourisme, on a toujours un problème de production en Grèce. Donc, elle est loin d'être guérie. Le Premier ministre veut faire un petit plan de relance, etc. Mais on peut regarder tous les détails. Mais je reviens à mon point de départ. C'est au fond une modernisation forcée qu'on a fait en Grèce en 10 ans. C'était peu vraisemblable qu'on y arrive, et on y est arrivé. Nicole Liesotto ? Alors, peut-être pas tout à fait d'accord avec Éric Le Boucher. C'est effectivement une victoire collective de l'Union européenne. C'est pas une victoire des institutions européennes. Les Grecs ont payé le prix, ont coopéré à cette victoire, mais ça n'est pas une grande victoire, ni au sens quantitatif sur les résultats, ni au sens moral. Je trouve que la façon dont les institutions se sont conduites avec la Grèce est pas du tout estimable. Le remède est peut-être à terme pire que le mal. Si je refais un peu le compte, les conditions qu'on a imposées à la Grèce sont absolument, d'une violence extrême. Une baisse de 35% des salaires, plusieurs baisses des retraites, report de l'âge des retraites à 67 ans, le tout ayant conduit à une situation 450 réformes imposées par les institutions de la Troïka, c'est-à-dire FMI, Banque mondiale et Commission européenne, un pic de chômage de 27% en 2013, moins 25% du PIB depuis 2010, l'exil, Philippe en a parlé, de 50 000 personnes. Autrement dit, quelque chose d'absolument phénoménal qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Et deuxièmement, il n'y a pas eu simplement le remède économique, il y a eu quand même la contrainte politique. La Grèce a été privée de souveraineté pendant presque 10 ans. Je rappelle que le premier référendum de 2011 voulu par le sortant Papandréou a été interdit par les institutions européennes et Papandréou a accepté. Le deuxième référendum en 2015 de Tsipras a eu lieu. Les Grecs ont voté massivement à plus de 60% non au plan européen, et Tsipras a démissionné, et malgré tout, il a été réélu et on lui a imposé. Donc, je trouve quand même qu'en termes de remèdes économiques et politiques, la potion est très sévère, et je ne suis pas sûre que ce soit fini. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, et je suis d'accord avec vous, Éric, sur le fait que les Grecs sont responsables, qu'ils ont triché, ils n'arrêtent pas de tricher, ils n'ont pas de système d'État, ils n'ont pas de fiscalité, tout ce que vous voulez. Mais quand même, ce n'est pas fini. Et ce qui m'inquiète, par exemple, dans les propos de notre commissaire, M. Moscovici, qui, après le 20 août, c'est-à-dire le 21 août, dit que la Grèce va être sur surveillance renforcée, les conditions continuent de peser sur l'économie grecque. Par exemple, ils sont obligés en 2009 de faire une nouvelle réforme des retraites. Pardon, en 2019, de baisser de nouveau les retraites. Et surtout, les conditions financières qu'on met à la résorption de la dette, qui fait effectivement 180% du PIB, révèlent beaucoup plus l'outrecuidance des institutions européennes que le pragmatisme économique. Les Grecs doivent avoir un excédent budgétaire primaire de 3,5% du PIB jusqu'en 2022, et après de 2,2% du PIB jusqu'en 2060. Mais qui sont les institutions européennes pour contrôler l'économie et la politique d'un pays pendant les 40 prochaines années ? Je trouve qu'on est dans un délire proprement européen. Béatrice Gibelin. Moi, je reviendrai sur pourquoi la gravité de cette situation. On le dit rapidement, ah bah oui, c'est vrai, ils ont triché, ah bah oui, c'est vrai, la fiscalité, c'était pas ça, ah bah oui, c'est vrai, les banques grecques ont fait un peu n'importe quoi. Je pense qu'il faut quand même revenir un peu sur les raisons pour lesquelles on s'est trouvé dans cette situation-là. Parce que
ça n'a jamais été un pays industriel, à part l'armement maritime, qui a été, c'est vrai, un des domaines où ils étaient plutôt performants. Un peu, on va dire, la pharmacie, la chimie, mais pour le reste, une production agricole méditerranéenne, mais qu'on trouve partout, les tomates et l'huile d'olive et la feta. Bon. Donc, il n'y a pas grand-chose à l'exportation. Et par ailleurs, c'est un pays, et ça, pour moi, c'est important, qui n'a pas véritablement récupéré sa bourgeoisie d'affaires qui était installée en Turquie. Et au moment de la grande catastrophe, les Oanassis sont revenus. Oui, ils étaient originaires de Smyrne et on sait l'empire qu'ils ont pu faire. Mais la grande bourgeoisie, elle n'est pas vraiment revenue en Grèce et elle est allée investir ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas, si vous voulez, une bourgeoisie au sens national du terme qui investit dans un pays. Et c'était un pays qui était effectivement très, très en retard. Alors, l'intégration dans l'Union européenne, à la demande de Giscard d'Estaing, a accéléré un peu les choses. Mais on s'était trouvé aussi avec un régime qui était un régime militaire, une dictature, et qui a toujours fait du budget militaire une priorité. Je crois qu'il faut revenir aussi là-dessus, parce que l'affrontement avec la Turquie, la grande catastrophe des années 20, la volonté pour la Grèce de réapparaître comme un pays dominant, la grande rivalité avec l'Empire ottoman, dont il s'était un peu libéré d'une occupation qui a quand même duré quelques siècles, a fait que le budget militaire en Grèce a toujours été extrêmement important. Ça a arrangé tous ceux qui leur vendaient des armes. On est bien d'accord. Mais quand même, ça a compté beaucoup. Donc, c'est deux éléments encore, peu d'impôts. Bien sûr que les salariés payent des impôts, comme tous. Mais les commerçants, mais les professions libérales. Je ne parle même pas de l'Église orthodoxe, richissime, mais qui ne paye pas d'impôts. Les armateurs, qui, de par la Constitution, ne payent pas d'impôts. Donc, il y avait véritablement des faiblesses dans ce pays à un moment où ils rentrent dans une économie concurrentielle quand ils rentrent dans l'Union européenne. Et là, je trouve qu'il y a une sorte de responsabilité de les avoir accueillis sans tirer aucune sonnette d'alarme, sans rien remettre à plat. Et pendant longtemps, la dette publique de la Grèce n'a rien d'inquiétant. C'est quand même sur la fin qu'on va avoir une dette qui va considérablement augmenter. Et là, j'y verrai, non pas la responsabilité des institutions européennes, mais la responsabilité des banques européennes, allemandes et françaises. La France tenait, je crois, plus de 25% des dettes des banques grecques, en se disant, de toute façon, c'est dans l'euro, donc plus de dévaluation. Leurs taux d'intérêt sont élevés. Moi, j'emprunte pas cher, je leur prête, c'est beaucoup plus cher. Et par ici, évidemment, les bons bénéfices, le crédit agricole, par exemple, a raisonné comme ça. Donc, il y a une responsabilité là qui me semble très forte. Et je crois, ni les gouvernements allemands, ni les gouvernements français, ni peut-être italiens, n'ont voulu lâcher, au moment de la grave crise, n'ont voulu lâcher leurs banques qui avaient prêté. Donc, du coup, on a soutenu nos banques privées qui, elles, évidemment, s'en sont très bien sorties. Et c'est de là que, si vous voulez, la potion est devenue insupportable pour les Grecs. Lucile Schmitt. Oui, moi je crois qu'il faut aussi se rappeler ce qui s'est passé cet été, c'est-à-dire que ces feux immenses et ces morts, et quelque part ça a illustré le fait que la promotion, enfin ça rejoint ce que disait Béatrice Gibelin, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un système en Grèce où au fond il y avait pas d'État. D'ailleurs les comptes grecs, il faut le rappeler, avaient été maquillés et aujourd'hui on ne sait pas vraiment qui l'avait fait. Donc il y a quelque chose autour de l'inexistence de l'État et du fait que quelque part certains acteurs économiques en ont largement profité. Ils n'étaient pas seulement grecs, notamment donc les promoteurs immobiliers. Et dans ceux qui sont morts, ce sont quelque part les Grecs comme tout le monde. Et donc aujourd'hui, je voudrais quand même rappeler le problème d'Alexis Tsipras, qui est un personnage de gauche radicale, qui se trouve à appliquer un plan, de restructuration de l'économie grecque, largement inspiré par le FMI et par
évidemment par l'Union européenne, notamment par l'Allemagne. Et donc, l'espèce de contradiction politique terrible dans laquelle il se trouve, n'oublions pas le personnage clé Yanis Varoufakis, quand même. Rappelez-vous comment, moi j'ai trouvé ça très intéressant quand Yanis Varoufakis, il y a déjà quelque temps, nous a expliqué que les conseils des ministres de l'économie et des finances au niveau européen ne parlaient pas d'économie, puisque c'est un professeur d'économie quand même assez doué, assez radical. Mais au fond, il nous a décrypté un fonctionnement purement politique où il y avait un rapport de force qui régnait dans la salle et où la question de l'humiliation démocratique est quand même quelque chose de puissant. Je pense que ce qui s'est passé en Grèce, et y compris Pierre Moscovici le dit quand il parle de la Grèce, il dit quelque part il y a eu une forme de déni démocratique. A-t-on le droit de parler à la place des Grecs ? Je pense que ce qui s'est passé en Grèce pouvait nous alerter aussi sur ce qui s'est passé ensuite en Italie, où on voit bien que les populistes aujourd'hui surfent sur l'idée qu'il y a une Europe qui prend la place, et notamment des commissaires européens, qui prennent la place des peuples et des élections. Je ne dis pas que je souscris totalement à ce langage, mais en tout cas, je comprends pourquoi il peut s'exprimer avec autant de force, et je crois qu'il est en train de gagner au sein des opinions publiques européennes. Je terminerai en disant qu'aujourd'hui, Tsipras est quand même en très mauvaise posture politique, que c'est peut-être la droite qui gagnerait, et là, ce serait tout un paradoxe, c'est-à-dire que quelque part, la défaite de Tsipras aurait quand même été organisée par les politiques menées dans le cadre de la restructuration de l'Union européenne et du FMI. Éric Le Boucher ? Alors, pour répondre à beaucoup de choses, mais notamment à Nicole, effectivement, la Grèce a subi une crise, on lui a infligé une potion terrible, etc., de recul de 30% des revenus, du 25% du PIB, etc. Mais il ne faut pas oublier la montée extrêmement vive qui avait précédé, qui a suivi l'entrée dans l'euro de la Grèce, qui est remontée de 30%. Et d'une certaine façon, c'était un peu immérité. Ce revenu par tête qui est monté de 30%, boum, la crise l'a ramené de 30%, c'est-à-dire au niveau d'avant. Bon, c'est simplement ça qui s'est passé. C'était largement immérité parce que ça ne reposait sur rien, sauf des crédits. Alors là, après, il y a la question de l'Europe sur l'excédent budgétaire idiot qu'on leur demande, etc., sur 40 ans. Tout ça n'a aucun sens. Effectivement, ça n'a aucun sens. Il faut écouter le FMI est beaucoup plus clair sur la question de la dette, et le FMI sait de quoi il parle plus d'ailleurs, sur ces questions de dette que Bruxelles. C'est vrai aussi que tout ça donne un caractère bureaucratique, illustre le caractère extrêmement bureaucratique des gens qui arrivent en costume gris à Athènes. C'est pénible, c'est mauvais pour l'Union européenne, pour le crédit de l'Union européenne, etc. Bon, mais après ça, il y a la question de la tutelle, la mise sous tutelle. C'est vrai, mais d'abord, c'est une tutelle acceptés. Ils sont pas sortis. Ils sont pas sortis. C'était la condition pour qu'ils restent. Ils ont dit on veut rester. Et moi je comprends, j'entends très bien que la critique globale contre Bruxelles en disant oui, vous nous imposez des règles dont on ne veut pas, etc. Mais si on fait une union monétaire, on doit s'imposer des règles. Il ne faut pas non plus... c'est impossible de ne pas en avoir. Et d'une certaine façon, je pense que les Grecs l'ont compris. C'est pour ça que je crois que cette histoire de tutelle et les Grecs ont compris d'une certaine façon qu'on les avait en 10 ans forcés, sans doute, à absorber des potions terribles, mais que c'était nécessaire s'ils veulent rester dans l'Union européenne et donc s'ils veulent avoir une existence et pas simplement être quelques îles éparpillées. Je crois, moi, c'est pour ça que la question de la tutelle est intéressante, je crois, moi, que si on veut faire une Europe solide, et moi je voudrais que l'Europe soit plus solide, économique, mais aussi on pourrait en parler de puissance militaire, de puissance politique, diplomatique, etc. Il y a des contraintes. Eh bien, elles existent, les contraintes. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Eh bien, là, on a eu évidemment beaucoup de contraintes, mais un bon résultat. Quand même, si on s'arrête un peu et qu'on regarde en arrière, le moment où la Grèce a été
à l'initiative de Valéry Giscard d'Estaing, comme je crois Lucille le rappelait tout à l'heure, admise dans l'Union européenne, enfin à l'époque dans la communauté européenne, c'était sans doute le moment où il fallait admettre la Turquie et ne pas admettre la Grèce. La Turquie était encore assez proche d'un régime démocratique. Elle avait plutôt, c'était sur cette pente qu'elle souhaitait continuer à avancer. Et nous sommes retrouvés sans la Turquie, pour ne pas dire contre la Turquie, et avec une drôle de Grèce. Nicole Niesotto. Rapidement, d'abord, je crois que Lucille Schmitt a raison. Il y a une bataille politique aujourd'hui. Je crois que le PPE veut la peau de Tsipras. C'est-à-dire, il ne supporte pas, maintenant que l'histoire de la Grèce, entre guillemets, est réglée, que l'extrême gauche soit au pouvoir au sein du Conseil européen. Ça me paraît assez clair. Deuxièmement, moi, je dis les choses pour clarifier. Je suis pro-européenne. Je ne veux pas qu'on m'assimile des propos populistes, mais je crois qu'il ne faut pas laisser la critique de l'Europe aux anti-européens. Et là, si on regarde comment s'est manifestée la solidarité européenne à l'égard de la Grèce, on est obligé de dire que ça a été une solidarité sélective. Elle a été effectivement maximale sur le plan financier, vous l'avez dit Eric, 280 milliards d'euros sur 8 ans, mais en fait c'était une solidarité narcissique. Il s'agissait de sauver les investissements des banques allemandes, françaises et autres en Grèce. En revanche, quand on regarde, parce qu'en même temps, on oublie maintenant la chose, 2015, il y a eu le deuxième plan d'aide à la Grèce et il y a eu les premières vagues de réfugiés. Et la Grèce a payé un lourd tribut. Et bien là, la solidarité politique de l'Union européenne vis-à-vis de la Grèce a été pratiquement nulle. On a donné 4 milliards à la Turquie pour qu'elle garde chez elle les réfugiés venant de Syrie et on a laissé les Grecs se débrouiller avec une marine qui n'est pas au niveau, des douanes qui ne sont pas au niveau, etc. Donc là encore, je trouve que les Européens sont sélectifs, solidaires financièrement quand leurs banques sont en jeu et solidaires, absence de solidarité totale sur le plan politique. Et on peut même s'étonner que l'extrême droite obdorée, qui avait été un des premiers mouvements d'extrême droite en Europe, ne soit pas plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'est. Béatrice Gibelin. C'est pas encore dit que l'aube dorée ne va pas Absolument. ressurgir. Là, on est bon, et que Tsipras va sans doute payer. Et il y a des chances. Il faut voir aussi ce qu'il y a en face. Mais ce dont ont pris conscience aussi les Grecs, c'est que s'accommoder de la corruption, s'accommoder du clientélisme, parce que si ça a fait autant de morts et si ça a été aussi dramatique les incendies, c'est parce qu'on a construit sans permis de construire. Et on sait bien qu'on construit sans permis de construire. Et si on a construit beaucoup, c'était pas forcément pour occuper, on a construit beaucoup parce que jusqu'à, je crois, 2015 ou 2016, il n'y avait pas de TVA, il n'y avait pas d'impôts et donc on y allait. Enfin, c'est le pays où il y a le plus de logements non occupés. Il y a plus de 2 millions de logements non occupés. Donc, il y a quand même bien une responsabilité aussi des citoyens grecs. Moi, je veux bien qu'il y ait une responsabilité des... bien évidemment, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur les institutions européennes et au fond, une solidarité à géométrie variable. Je suis d'accord. Mais je crois qu'il faut aussi dire que cette marche forcée, c'est essayer de sortir les Grecs d'une situation de corruption, de clientélisme, d'une collusion entre pouvoir politique, entreprises, grosses entreprises ou oligarchies et économiques, une mafia, on peut aller jusque-là, qu'il est important de dire. Il faut quand même regarder les choses en face, si vous voulez. Alors qu'on est des banques européennes qui aient profité de cette faiblesse et de cette masse d'argent qu'on a mis aussi sur le marché. Donc, on en a fait quelque chose. Et qu'après, effectivement, en 2008-2009, enfin, le contexte de Lehman Brothers a fait que effectivement les États comme la France et comme l'Allemagne ont dit on va tenir nos banques, on va pas les lâcher. C'est peut-être pas ce qu'il fallait faire. Il fallait peut-être effectivement laisser les banques supporter leur imprudence, les conséquences de leurs imprudences. Et encore, j'en suis pas sûre. On pouvait peut-être aussi se dire la dette grecque c'est pas si grand que ça, on éponge, ce que voulait faire Strauss-Kahn et ce qu'on n'a pas fait et qui a aggravé la situation. Mais je pense quand même qu'il faut qu'on prenne bien en compte que cette situation de corruption massive, de clientélisme massif, de gens qui ne payaient pas leurs impôts et qui n'étaient donc pas de bons citoyens, ça a des conséquences et que du coup, d'autres sont en train de les mettre sur les rails s'ils veulent rester dans l'euro. Lucille Schmitt ? Oui, un tout petit mot, juste pour dire que j'entends les trémolos sur le peuple grec, etc., des commissaires européens, notamment de Pierre Moscovici,
Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est la diaspora. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on est grec et qu'on peut quitter la Grèce, on le fait. Et donc, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est qualifié, lorsqu'on est intelligent, lorsqu'on porte un avenir, on quitte la Grèce. Donc, rappelons-nous de ça et ne parlons pas du peuple grec en général et sachons parler des Grecs. Et tout à l'heure, Éric Le Boucher disait, au fond, c'est un pays qui produit peu. Il a produit de longue date une diaspora souvent très brillante et qui a, par exemple, fourni des universitaires remarquables. Et donc, le sujet, c'est pourquoi les Grecs qui ont un avenir quittent la Grèce. Je trouve que c'est une interrogation qu'on doit partager entre nous. Je vous remercie. Avant que nous ne passions à la séquence des brèves, je suis sûr que beaucoup d'auditeurs se disent quand même, ils sont gonflés, ils nous demandent de participer à la campagne de financement et cette semaine, ils n'ont remercié personne. Pas du tout, c'est une ruse. J'ai attendu la fin pour remercier ceux de nos auditeurs ou quelques-uns des auditeurs qui ont contribué pour pouvoir précisément vous rappeler que nous avons lancé une campagne de financement et que nous comptons sur vous. Et donc, je remercie Patrice Rivet, Catherine Richard, Jean-Michel Gillet, Bertrand Demont et Guillaume Majerxic. Béatrice Gibelin. Pour moi, ce sera Jérôme Ertereau, Xavier Gardette, Alain Vézinet, Julien Lécuyer et Michel Niquez. Nicole Nisotto. Je remercie Aude Marcheteau, Janine Scribe, Christian Gachet, Guy Pesclier et Pierre Bacon. Lucille Schmitt. Et quant à moi, je remercie Isabelle Bournat, Jeanne Lapasset, Jean-Pierre Viret, Hugo Dubois et Bruno Jargot. Et Éric Le Boucher. Voilà les derniers de la liste. Julien Robillard, Sylvain Blondel, Jean-Luc Gaget, Marc Lissac et Françoise Bonin. Merci. Nous sommes donc maintenant arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je voudrais l'ouvrir en recommandant le film d'un médecin cinéaste, de plus en plus cinéaste et de moins en moins médecin, mais toujours considérablement préoccupé par la médecine, c'est Thomas Litti. On se souvient, je pense, de son film Hippocrate, qui avait beaucoup marqué sur ce que c'est que la vie dans les hôpitaux, entre autres choses. On se souvient aussi de Médecins de campagne, c'est quand même difficile d'arriver sur des sujets de société un peu ingrats, à trouver une œuvre de fiction qui marche. Et là, je pense qu'il a tout à fait réussi ce film qui s'appelle Première année, avec deux comédiens tout à fait choisis, bien choisis, Vincent Lacoste et William Lebguil, qui font... Je dois dire que je suis sorti de là, je me suis demandé s'il fallait pas qu'on crée une ONG pour venir en aide aux étudiants en médecine de première année. C'est abominable. C'est abominable. Il paraît qu'on va s'occuper de réformer tout ça, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je crois avoir, pour des tas de raisons, notamment parce que j'ai travaillé dans ce milieu, je croyais avoir quelques connaissances de la formation des médecins, mais elles sont complètement dépassées et elles n'ont plus rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Et je ne comprends pas qu'il y ait des médecins, des professeurs, des universitaires qui aient pu accepter de voir cette formation en première année, cette espèce de sélection, cette brutalité, cet abrutissement aussi considéré comme un moyen d'arriver. Et ce qui compte aussi, c'est pas seulement qu'on découvre ça, c'est que quand, comme œuvre de fiction, ce Première année, donc ce film de Thomas Litti, est une réussite très remarquable, avec un rythme extrêmement remarquable. Béatrice Gibelin. Moi, ce sera un film aussi très différent, c'est Mademoiselle de Jonquière. Parce que, au fond, MeToo au XVIIIe siècle, dans la langue française, c'est quand même absolument remarquable. C'est un très, très beau film. Emmanuel Mouret fait des choses toujours délicates et sensibles. Je dois dire que le couple d'Édouard Baird et de Cécile de France est réjouissant. Et cette femme amoureuse humiliée qui se venge, et je ne dévoilerai pas la fin parce que bon, c'est extrêmement malin, avec un vrai clin d'œil, allait passer un moment des plus agréables, et pour un combat féminin, c'est quand même toujours utile. Nicole Nisotto. Alors moi, c'est une brève très littéraire avec le dernier roman de Maëlys de Kerangal, Un monde à portée de main, paru aux éditions Verticale, et c'est de la très belle littérature. Elle nous plonge, un des secrets de Maëlys de Kerangal, c'est de situer ses romans dans des milieux professionnels très spécialisés. Il y avait eu le bâtiment avec l'histoire d'un pont, il y avait eu les urgences médicales avec Réparer les vivants, qui pour moi est un chef-d'œuvre. C'était pas les urgences, c'était la transplantation, oui, c'était plus dramatique. Pour moi, est un chef-d'œuvre. Et là, il y a le milieu des artistes graphistes spécialisés dans le trompe-l'œil, qui passent des
heures, des mois à reproduire une écorce d'arbre, à reproduire une écaille de tortue, avec un vocabulaire extraordinaire, mais vraiment on a l'impression d'une langue étrangère et en même temps d'une familiarité d'émotions très forte. Et je trouve ce roman magnifique. Alors, il y a évidemment une histoire de 3 artistes amis pour la vie, mais c'est surtout ce travail sur la langue, cette découverte de caractère extrêmement concret de la création artistique. Leur idée de ces artistes, c'est que la copie peut faire émerger une vérité plus grande que la réalité. Donc c'est toute une réflexion également sur l'art. C'est un roman absolument magnifique. Lucille Schmitt. Alors moi aussi, c'est un roman dont je vais vous parler. C'est un roman aussi d'une romancière qui s'appelle Emmanuelle Pagano et qui vient de publier chez POL. Ce roman s'appelle « Serez-vous des nôtres ?» un titre qui est une invite. Et en fait, c'est un roman qui parle d'eau. Toujours l'écologie. C'est le dernier volume d'une trilogie qui s'appelle la trilogie des rives et il décrit dans 2 univers parallèles en fait 2 amis qui atteignent la quarantaine. L'un en fait a repris la propriété de son père et ça se passe en une journée auprès d'un lac qui s'appelle Caspienne. Alors j'ai découvert du coup que Caspienne, d'ailleurs la mer Caspienne n'était pas forcément une mer mais était une mer. Voilà, ça se discute et nous en discuterons avec Béatrice. Et l'autre, lui, il s'est enfermé dans l'océan dans un sous-marin nucléaire pour échapper quelque part à cet univers de ruralité. Et donc il y a 2 univers d'eau. L'un dans cette bulle de sous-marin nucléaire au fin fond de l'océan et l'autre ce lac qui s'appelle Caspienne, le jour où en fait on vide le lac pour récupérer le poisson. Je trouve ce roman extraordinaire parce qu'il nous transporte dans un univers à la fois angoissant et très étrange. Éric Le Boucher. Alors tous nos auditeurs connaissent sûrement Daniel Cohen, professeur à l'École normale supérieure. Il vient de refaire un livre qui porte de ces titres-là. Aujourd'hui, on fait des titres comme ça. Et il faut dire que les temps ont changé. Sous-titre « Chronique, entre parenthèses, fiévreuse d'une mutation qui inquiète ». Ça dit tout un petit peu de la conversation que nous avons eue sur l'écologie et l'économie, qui sera utilement prolongée par cette lecture, et d'une entrée, dit Daniel Cohen, dans une ère de l'homme digital, où on a à préparer tous les mécanismes de protection sociale et autres qu'on avait mis en place douloureusement lors de l'ère industrielle, il y a plus d'un siècle et demi. Et donc on a tout ce travail-là à faire, il explique très bien. Donc c'est un peu inquiet parce que on peut rater notre coup, je veux dire l'humanité peut rater son coup et donc repasser la main à des populistes. Mais le livre est donc inquiet mais pas pessimiste. Je vous remercie. La référence de toutes nos recommandations sur notre site qui vous permet également de trouver le lien avec notre campagne de financement sur KissKissBankBank. Cet enregistrement a été préparé avec Benoît Hurtel. Il a été enregistré au studio L'Arrière-Boutique par Maxime Olivier et Thibaut Delage. Il est produit par Nouvelles Écoutes et Julien Neuville et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel enregistrement, pour une nouvelle émission du Nouvel Esprit Public. Merci beaucoup.